taxi. J'avais emprunté le bateau navette qui traversait le vieux port. C'était le tout dernier de la journée. La nuit déjà installée, je regardais les lumières au lointain se refléter dans l'eau. Toute cette ambiance-là, ça me changeait du métro de ma ville. Et sur l'embarcation, juste, elle et moi, cette femme, assise de l'autre côté du pont, je dirais la cinquantaine. Et malgré la douceur de la journée écoulée, elle portait un manteau lourd, épais. J'avais l'air de l'amuser. Faut dire, quelques minutes avant, j'avais déboulé sur le bateau un peu par hasard, sans trop savoir pour quel voyage j'embarquais. Elle avait dit: vous n'êtes pas d'ici, vous? Et c'était pas une question. La conversation avait alors débuté, avec le ronron du moteur du bateau pour nous accompagner. Elle y était née ici. Elle a pointé du doigt la côte pour montrer, là-bas, loin, cet immeuble où, avec ses parents, elle avait été élevée. Puis elle a dit que ce qu'on avait sous les yeux, c'était le plus beau tableau au monde. La mer, ça bouge pas, c'est toujours là, mais jamais exactement c'est pareil. Alors j'ai demandé si elle avait déjà quitté cette ville, si elle lui avait fait des infidélités sur ce bateau plongé dans l'obscurité. Je l'ai alors entendu, la dame au manteau, prendre sa grande respiration et puis finir par dire: si, je suis parti. Enfin, un petit moment, mais c'est parce que j'étais obligé, hein. Qu'est-ce qui avait donc pu l'obliger? Cette dame qui semblait tant l'aimer, cette ville. À peine ai-je eu posé la question qu'au regard qu'elle m'a lancé, j'ai bien compris, j'ai bien senti que la réponse serait compliquée. Et pourtant, elle a répondu. Pendant quelques années, cette dame, à l'allure chic, elle avait été incarcérée dans une prison de la région. Je peux vous le dire, de toute manière, on ne se reverra pas, s'est-elle justifiée. Voilà, c'était comme ça. On a avancé. Elle m'a confié que la mer, les embruns, tout ça, ça lui avait manqué, surtout le soir à la tombée de la nuit. Et c'est pour cette raison qu'une fois sortie, elle aimait bien le prendre, ce dernier bateau taxi, pour profiter du spectacle, du port qui s'endort. On est arrivé sur l'autre rive. Le bateau a accosté. Le gars qui le conduisait a déplié la passerelle. Elle et moi, nous sommes revenus sur la terre ferme. Je lui ai dit, et je lui ai souhaité une bonne soirée. Et puis j'ai regardé la femme au manteau lourd disparaître comme ça dans les lumières de la ville. 21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute. Et vous, comment allez-vous ce mardi après 3 semaines à ne plus se parler, à ne plus s'écouter? J'espère que vous allez bien. Est-ce que déjà, vous entendez de l'autre côté? Est-ce que vous êtes là, de l'autre côté de votre récepteur? Est-ce que ça passe? Ou est-ce que le son est un petit peu facétieux? Répondez-moi sur le chat du www.johanrock.fr. Je vous rappelle que cette émission, comme à l'accoutumée, comme toutes les semaines, vous pouvez l'écouter. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit: j'ai pas de son. 21h07. Toujours pas de son? Comment ça se passe? Alors, attention. On me dit que c'est nickel. Bon. Et c'est vrai que la technique, parfois, on a beau faire des avions comme ça qui décollent, faire des navettes qui vont à l'autre bout du monde. Parfois, il suffit d'un bouton sur lequel on n'a pas cliqué et tout, et tout se retrouve compromis. Bon, visiblement, le son passe, l'image passe. Alors on va, comme on le fait toutes les semaines, tous les mardis à partir de 21h, converser et s'écouter. Vous savez que dans cette émission, il y a plusieurs moyens pour accéder à l'antenne. Soit vous laissez un petit message sur le numéro du répondeur, numéro gratuit 07 56 85 55 85, ou alors vous pouvez m'écrire quelques mots en message privé, soit sur la messagerie dédiée à cet effet, social@johanrock.fr, ou alors directement en message privé sur mon compte Instagram, Instarock, ROQS, tout attaché. Je salue celles et ceux qui sont d'ores et déjà sur le chat du www.johanrock.fr. Il y a Christophe, il y a Floriane, Sylviane, Chantal, Agnès, Josiane également, Charlie. euh, oui, vous êtes beaucoup. Vous êtes beaucoup. Et si vous êtes sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, n'hésitez pas à partager le flux de l'émission. Ça permet à vos contacts de prendre connaissance de l'existence de ce programme. Même chose sur YouTube. Vous pouvez poster un petit commentaire, actionner un pouce bleu.
et sur le www.johanrock.fr. Tout au long de cette soirée, vous êtes les bienvenus pour intervenir sur le chat et sur l'antenne. Je salue Christophe qui vient d'arriver, qui dit « Heureux de vous retrouver ». C'est juste avant la nuit, ce soir, qui commence ainsi. 21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. 21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute. Bonsoir Pierre. Bonsoir Johan. Pierre, vous avez 71 ans, vous habitez en région toulousaine. Ça commence mal. Pourquoi ça commencerait mal? Est-ce que j'ai égratigné votre âge? Est-ce que je vous ai donné plus que vous avez? Non, c'est vrai. J'ai 71 ans. Mais ça devient un âge à partir duquel on n'a plus trop envie de le clamer. Mais enfin bon. Vous habitez où? Vous habitez Toulouse, c'est ça, la région toulousaine? Eh oui, dans l'hémisphère sud, à Toulouse. Quelle est votre situation de famille? Alors, marié, divorcé, dans cet ordre-là, et c'est tout. Et père de famille. Vous avez 2 enfants, ouais. 2 grands garçons. Ouais, j'ai 2 garçons, 2 grands garçons, 37 et 38 ans. Alors vous, Pierre, vous avez fait une carrière dans l'audiovisuel, comme on dit, plus de 35 ans à la télé. La télé dite régionale sur France 3 Occitanie. Pendant 35 ans, vous avez présenté les journaux de télé. Oui, partout en France. D'ailleurs, il n'y a pas besoin de le limiter à France 3 Occitanie. J'ai travaillé en Corse, en Alsace, en Bretagne. Là, je dis mes préférés. Et donc à Toulouse, ouais. Vous avez présenté les journaux télévisés, animé des émissions où vous receviez des artistes, des politiques, des gens de la vie, de la société. Et je dis France 3 Occitanie parce que l'histoire veut que lorsque j'avais quelques années de moins, quand j'étais petit, que j'allais rendre visite à ma grand-mère, la télé était allumée à midi dans la cuisine et vous étiez dans le poste. Et je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi. Bien des années après, je vous ai retrouvé sur le fil d'actualité de ma page Facebook. Et il y a quelques jours, je vous ai proposé de participer à cette émission parce que je me suis dit, ce gars-là, il aura des choses à dire. Je vous ai proposé, vous avez dit oui. Et nous voilà réunis ce soir, 21h12, juste avant la nuit. Je vous en remercie. Dans cette émission, vous savez, on commence souvent par le début. Si moi, je vous demandais quelle est la première image qui vous vient lorsque vous repensez à votre enfance, quelle serait cette image? Ah, on attaque fort, là. Un jouet. Le premier jouet qu'on m'a donné. Je crois que c'était une voiture de course jaune qui sortait d'un paquet de lessive. Je m'en souviens très bien parce que j'étais tout petit. Elle était en plastique. Je passais mon temps à la suçoter et elle avait le goût de savon. Je crois que c'était une voiture qui venait d'un paquet de lessive Bonux. Où est-ce que vous avez grandi, vous? Dans le Pas-de-Calais, à Arras, chef-lieu du Pas-de-Calais. Elle ressemblait à quoi, en quelques mots, la famille dans laquelle vous avez grandi? Il m'a fallu 71 ans pour prendre conscience de la réponse que je vais vous donner. Alors, j'ai pas eu ce qu'on peut appeler une enfance heureuse, mais j'en ai pris mon parti. Et aujourd'hui, je ne fais plus de reproches à mes parents et je m'en fais plus non plus à moi-même. Parce que quand vous êtes un enfant dans une famille comme la mienne, qui, alors aujourd'hui on dit dysfonctionnelle, donc on va dire qu'elle ne fonctionnait pas très bien, quand vous êtes petit, vous croyez que c'est de votre faute si on ne vous aime pas comme vous voudriez qu'on vous aime. Vous avez eu conscience très rapidement qu'on ne vous aimait pas, comme vous dites, que vos parents ne vous aimaient pas? Alors, c'est une affaire assez compliquée, mais j'ai un papa quand il me croisait dans les couloirs de la maison, il devait se demander qui j'étais. Bon, je le dis je suis facétieux, hein. On a le droit d'être drôle. On a le droit à tout, à partir du moment où on parle de Oui, soi, vous avez le droit d'en parler comme vous le souhaitez, c'est votre vie quand même, Pierre. Voilà. Donc oui, un papa qui a pas joué son rôle de papa, qui m'a plus repoussé qu'autre chose, et une maman qui avait pas beaucoup de temps. Donc au bout du compte, ça faisait une situation où fatalement, vous demandiez qu'est-ce que je fous là? 71 ans. Oui, voilà, c'est ça.
Puis surtout au début, aujourd'hui je le dis plus, mais quand vous êtes petit, vous dites c'est de ma faute. Parce que, voilà. Votre père, pour que je l'imagine, est-ce que déjà vous Oui. avez l'impression de lui ressembler physiquement, j'entends? Mmh. Bah, c'est mon père. Donc non, mais plus jeune, ça m'a beaucoup tracassé de de voir dans le miroir, une moue qui semblait il ne souriait jamais et quand j'avais 15, 16 ans, ça m'agaçait beaucoup de trouver dans le miroir un visage qui me faisait penser parfois à lui, à tel point que quand j'ai eu 30 ou 40 ans, je sais plus, j'ai fait une petite opération, de chirurgie pour effacer, un trait de visage que j'avais qui me faisait penser à lui. Qu'est-ce qu'il y avait, sur votre visage qui ressemblait le plus à votre père? Les joues qui tombent et qui donnent un air triste, qui donnent on a l'impression quand j'étais alors là, vous allez loin, mais quand j'étais enfant, on me demandait souvent si je faisais la tête. Or, c'était pas le cas, je faisais pas la tête. Mais on avait l'impression que je faisais la tête parce que, j'avais des joues tombantes et donc des lèvres, qui ne souriaient pas. Est-ce que je me fais bien comprendre? Ouais, j'arrive à imaginer. Hem, donc vous croisiez votre père et c'est comme si vous aviez, un inconnu face à vous ou l'inverse, que votre père vous considérait comme un inconnu dans la maison? Oui, non, je dis ça parce que je suis facétieux et puis que je veux pas donner l'impression de me plaindre. C'est une façon de le dire en rigolant, quoi. Mais il s'est jamais comporté comme un père avec moi, voilà, c'est tout. C'est aussi bête que ça. Est-ce que votre père vous a appris quelque chose, néanmoins? Enfin, je veux dire directement, pas, avec le recul de savoir ce qu'il ne faut pas faire justement, mais est-ce qu'il y a eu des fois, malgré tout, des moments de partage? Même un? Bah, quand vous êtes gosse, vous même si votre père, ne vous témoigne pas d'amour ou de tendresse, c'est papa. Qu'est-ce que j'admirais en lui? Bah, par exemple, quand il conduisait la voiture, je l'admirais beaucoup parce qu'il il dans ma tête, dans mon esprit, il conduisait mieux que les autres conducteurs, par exemple. Ce qui était totalement pure imagination de ma part, mais c'était comme ça. Il faisait quoi de sa vie? Il était comptable et je déteste les mathématiques. Vous aviez des rêves quand vous étiez gamin? J'ai eu que ça, malheureux. Et si j'avais pas eu enfin, quand je m'endormais, je me régalais parce que je savais que j'allais rêver toute la nuit et je me mettais de côté mes rêves, je m'en souvenais longtemps et j'étais heureux comme ça. Mais Oui, vous bien rêviez sûr. de quoi? De la vie d'après? Du jour où vous partiriez de cette maison? Du moment où vous seriez Oh, adulte? je rêvais d'une vie parfaite. Je rêvais d'une vie parfaite, en particulier une vie dans laquelle des gens s'intéresseraient à moi. En fait, je ne vous l'ai pas dit au début, mais ce dont moi j'ai souffert, c'est le sentiment, oui, qu'on ne s'intéressait pas beaucoup à moi. Vous étiez le J'ai seul même, je enfant? crois, écrit quelque part, non, 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 on était 3. Tout le monde sous le même régime? Oh, alors là, je peux pas parler à la place de mes 2 sœurs, je veux pas le faire. Mais il se passait chez nous des choses qui n'étaient pas, qui n'avaient rien à voir avec la vie de famille. Je ne parle pas d'horreur pédopornographique ou quoi que ce soit, mais je parle d'une absence totale de tendresse et d'amour. Et votre mère dans tout ça? Ah, maman. Ben, alors déjà par rapport à mon père, lui, était matérialiste, et ma mère était humaniste. Et j'ai pris le parti de ma mère parce qu'elle était humaniste. Alors elle travaillait beaucoup, elle avait son jardin, elle avait la maison à faire, enfin, elle avait jamais le temps de rien, quoi. Et en particulier, peu de temps pour perdre du temps avec ses enfants. Voilà, Mais on va le quand dire comme vous ça. vous brossez un tel tableau, ma mère était humaniste, mon père matérialiste, on se demande qu'est-ce que ces 2 Ouais, foutaient ensemble? Qu'est-ce qui fait que oui, c'est l'un, ça. Bah, c'est une question que je me suis longtemps posée aussi. vous avez su comment Ils s'étaient rencontrés ces 2 là? beh, alors oui, ils habitaient, dans la même rue, l'un en face de l'autre et
ils ont chacun traversé la moitié de la rue et j'imagine qu'ils se sont embrassés la première fois au milieu de la route. Ils sont nés, mes parents étaient nés en 1920, ils ont donc eu 20 ans en 1940. Or, à cette époque-là, il se passait des choses en France, en Europe, partout dans le monde, et ils n'ont sans doute pas eu la jeunesse qu'ils auraient voulu avoir. Ils se sont mariés pendant la guerre, ils ont fait les enfants après. Moi, je suis le dernier, je suis né en 54, mais l'impression que j'ai eue après coup, en y réfléchissant, c'est qu'ils n'avaient pas vécu la jeunesse qu'ils auraient voulu vivre et que quand ils ont fait les enfants, ils ont eu tendance, pas à s'en débarrasser, mais presque. Moi, les enfants, on partait pas en vacances avec eux. Nous, on nous mettait à la ferme, chez des gens à la ferme ou en colonie de vacances. On n'était pas maltraités, Vous n'étiez pas dans mais ils quoi? partaient en vacances. On n'était pas maltraités, Non. Enfin, vous n'étiez pas mais traité ils du partaient. tout, quoi. Peut-être, oui. Il y avait quelque chose comme ça, effectivement. Il n'y avait pas d'amour, les fins de mois étaient difficiles ou l'argent, c'était pas un problème chez vous? Non, 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 l'argent, ça allait. Mon père comptable gagnait sa vie. Je vous Il a je fait des mauvaises affaires peut-être, je vous pose la question, Pierre, parce que vous me parlez, la première image, c'est un jouet, mais c'est un jouet gratuit dans un cadeau, dans un paquet de Ah lessive. oui, mais C'est quand pas même. Ah oui, mais vous m'avez demandé, Oui, je vous ai oui, répondu. c'est vrai, mais je Le souvenir le plus, oui, oui. il fallait pas me poser cette question. Non, non, mais Non, mais le souvenir le plus ancien, effectivement, c'est à cause du goût du savon, que je mmh précise que c'était mais voilà quoi, chaque fois que ma mère ramenait un paquet de Bonux à la maison, je tenais pas en place, hein, jusqu'à ce qu'elle ouvre le paquet. Donc vous diriez que vous Mais ne manquiez de il ri y avait pas vous beaucoup de jouets. Mais je crois, enfin, je vais vous dire un truc. Je crois que mon sort, qui a l'air peu enviable quand j'en parle ainsi, je réponds à vos questions, hein, en toute sincérité. Mais je pense que pas mal d'autres enfants avec des parents nés en 1920 et qui ont eu leur jeunesse pendant la guerre, je pense qu'on est quelques-uns comme ça. J'y verrais presque un phénomène générationnel, oui, presque. Vous me parlez de vos sœurs, vous étiez très liés, tous les 3 ou justement dans cette famille Ben dysfonctionnelle? justement, non, non, Ouais. non. Je peux même vous dire, sans vous en dire plus, parce que je veux pas m'étendre sur le sujet, mais pour vous donner un exemple, j'ai découvert que j'avais une grande sœur, j'avais 10 ans. Comment c'est possible ça? Je veux pas m'étendre sur le sujet parce que Mmh. j'en ai jamais parlé avec elle. Mais c'est possible, croyez-moi, c'est possible. Et là, on peut pas, restaurer une relation quand on a accumulé autant de retard, c'est ça? Ah, oui, d'abord, oui, enfin bon, voilà quoi. Oui, 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 Mmh. oui, bien sûr, on peut pas. Non, non, on peut pas. Surtout quand on n'est pas d'accord avec la personne en question. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Voilà. Vous aviez, une grande sœur, une autre grande sœur donc j'imagine que vous Alors, appeliez petite c'est sœur, c'est ça? Elle, c'est votre Alors autre oui, sœur? mes 2 sœurs sont mes grandes sœurs. Mmh mh. Celle dont je vous parle que j'ai découvert quand j'avais 10 ans, elle en avait 19 et puis, et que je ne connaissais pas quasiment. Et puis, une autre sœur qui était ma grande sœur de 2 ans, elle avait 2 ans de plus que moi, mais je l'appelais ma petite sœur parce que je m'occupais d'elle tout le temps. Parce qu'elle avait quoi? Un retard à la naissance? Qu'est-ce qu'on peut Ah, je sais pas, on sait pas, elle s'est mise à elle était pas très débrouillarde comme on dira, voilà. Et puis à l'adolescence, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle a eu des problèmes de santé, des crises d'épilepsie et c'était moi qui m'occupais d'elle quand elle faisait une crise et elle a pas vécu très longtemps après. Une nuit, elle est tombée du lit et elle est tombée le visage, contre le sol, dans une moquette épaisse. J'étais pas là et elle s'est étouffée. Pierre, quand je vous écoute, hem, j'entends un gamin seul et ça s'entend comme le nez au milieu de la figure, si je puis dire. Mais autour de vous, à l'école, les copains, j'imagine qu'il y en avait quelques-uns quand même. Est-ce que les gens voyaient cette solitude qui était la vôtre dans cette famille, Ah non! dysfonctionnelle? Pourquoi non? Ah non, 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 pas du tout. Ben non! Parce qu'en plus, moi, je faisais le clown. Ah Je bon? faisais tout pour qu'on s'intéresse. Ah ben oui, Qu'est-ce que je vous faisais faisiez tout pour qu'on pour s'intéresse à épater moi. la galerie et puis dissimuler le chagrin qui était le Le vôtre? con, Le con. le con. Ça veut Le dire con mais turbulent? gentil. Ça veut Le dire, con, se faire virer à l'école? oui, voilà. Ouais? C'est D'accord. ça, c'est faire rire les copains, mais toujours gentil. Ça a toujours été gentil. J'ai jamais été violent ou quoi que ce soit.
Mais oui, je faisais le con, Ça, c'était fait je sciemment. m'agitais. Vous sortiez de la maison, on disait: «Personne ne verra ce qu'il y a, de l'autre côté de la carapace». Johan, si j'avais dit, bah, j'ai essayé 2-3 fois d'expliquer, en particulier à des parents, des mamans surtout d'ailleurs, de copains, quel était mon sort. Et je perdais mon temps parce qu'entre guillemets, elles ne me croyaient pas, c'est peut-être pas le mot, mais elles ne me comprenaient pas. Elles ne enfin, j'étais le seul à savoir ce que je vivais. C'était pas. Aujourd'hui, j'arrive à vous en parler parce que 70 ans, c'est l'âge où les choses deviennent cohérentes, où on devient conscient, comme dirait l'autre, de ce qu'on a vécu. Mais il m'a fallu du temps pour que tous ces mots-là puissent sortir. D'abord par la plume, et vous êtes bien le premier au monde à qui j'en parle avec une telle franchise. Oui, vous l'avez écrit, vous avez dit: «À cette époque-là, j'aurais préféré être battu, être orphelin, au moins ça se serait vu». Oui, c'est vrai, je l'ai écrit quelque part, absolument. Oui, oui, absolument. Ma solitude ne se voyait pas. J'avais un père, une mère, ils gagnaient leur vie. Qu'est-ce que je demandais de plus? Bah, justement, je voulais autre chose. Cette solitude, elle vous a accompagné longtemps? Oui, ouais, je suis bien obligé de vous dire oui. Ouais, ouais. Mais qu'est-ce qu'on fait, bon, à part, s'en défaire quelques minutes, quelques heures en faisant l'idiot, face aux autres? Qu'est-ce qu'on fait justement quand elle est là au quotidien, la solitude? Qu'elle veut pas partir? Là, Parce on essaye de bâtir. Alors, on l'a subi jusqu'à tant qu'on vit avec les parents. Et puis après, une fois le bac en poche, on s'enfuit de la ville où on habitait. C'est ce que j'ai fait. Et puis après, j'ai essayé d'être utile partout où je suis passé. Et être utile, c'était ma façon à moi de dire, vous voyez, je suis quelqu'un de bien, je suis utile. On peut me faire confiance, on peut me croire, on peut s'intéresser à moi. Mais tout ça, j'en étais pas conscient. Je vous en parle aujourd'hui comme si tout ça était naturel, mais c'est venu peu à peu. Mais oui, utile, oui, certainement. je reviens à votre père, il y a quelque chose qui m'a troublé, vous avez raconté que, une fois, hem, il a été contraint de vous aider, je crois que c'était dans le cadre de devoirs, un devoir de latin Ah oui, oh mon Dieu, oui, oh là là, quelle et histoire. Ouais, ça m'a marqué. et vous racontez que je crois que c'est votre mère qui l'oblige à vous aider, vous filer un coup de Alors main? oui, c'est Ouais. ça, c'est ça. Alors, au lycée, on m'a fait faire latin, allemand. Bon, encore le latin, ça allait, l'allemand, j'aimais pas trop, mais enfin bref, on m'avait pas demandé mon avis. Donc je me retrouve à faire des devoirs de latin. Et mon père avait la réputation, ma mère m'avait toujours dit, il était premier en latin, etc. Et donc, moi, le soir, je vais faire mes devoirs de latin, un thème, je crois. Et elle dit à mon père, aide-le, c'est pas facile, là, il connaissait rien, mais enfin, aide-le, il veut pas au début. Puis finalement, il dit, bon, on va le faire, ce devoir. Et alors, je vous épargne les détails, mais enfin, on a fait le devoir, je l'ai rendu au prof, il a eu 4 Et ça ça sur 20. ça a dû, enfin, le jour où vous avez reçu la note, ça a dû c'est un double choc, quoi. Ah Enfin, oui, la note, c'est presque accessoire, mais c'est de se oui, dire oui, parce que je finalement, me suis, oui, 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 heu, oui, on était dans l'escroquerie la plus totale. mon père n'est pas celui que je pensais. Oui, c'est plutôt, ouais, oui, oui, c'est ça. C'est pas tellement qu'il n'est pas celui que je pensais, c'est qu'il mentait, quoi. Voilà, quoi. Quelque chose comme ça, oui. Il n'était pas du tout bon en latin. Oui, Ou il s'en alors, souvenait plus. non, mais je Ce veux qui est dire, possible. s'il faisait illusion là-dessus, possiblement sur d'autres domaines et peut-être d'autres choses plus importantes. Exactement, exactement, exactement. Tu tombes des nues. Tu tombes des nues quand tu découvres. Pardon, tu vois. On tombe des nues quand on découvre ça. Vous Je pensez que c'est pensais pas qu'il était nul, votre père ouais. était quelqu'un qui s'empêchait? Enfin, que peut-être dans un autre contexte, il aurait pu être un Il bon était père, malheureux. était Il malheureux. était, il est, oui, il était malheureux. Il était malheureux. Il se sentait, je crois l'avoir, je ne sais plus en quelle occasion, mais je crois l'avoir entendu dire une fois ou deux qu'il se sentait maudit. Il parlait avec quelqu'un d'autre. Il parlait avec quelqu'un d'autre. Sa mère, peut-être, ma grand-mère. Je ne sais plus. Mais oui, il disait ça, il se sentait maudit, oui. Parce Pas qu'il n'a pas eu la vie qu'il voulait avec ma mère et avec nous. C'est-à-dire quoi? Il aurait voulu quoi comme vie, lui? Oh, mon Dieu.
Une autre vie. Loin de vous. Une autre vie. Ah oui, oui, parce que l'histoire, c'est que il a été question d'un divorce après ma naissance, et ma maman s'y est opposée. Elle lui a dit un truc du genre, elle m'en a parlé une fois. Elle lui a dit un truc du genre, si tu fais ça, tu reverras plus jamais les enfants. Alors bon, je ne sais pas pourquoi elle lui a dit ça, mais en tous les cas, elle lui a dit. Et du coup, lui est resté, mais dans sa tête et dans son comportement, s'il était là malheureux avec nous, c'était de notre faute. C'est ce que je vous disais au début. Oui, forcément. Puisqu'on existait, c'était de notre faute s'il était resté à être malheureux là toute sa vie. Vous êtes parti Parce à qu'il quel était âge? malheureux. Ouais. Oui, il était malheureux. À quel âge vous êtes parti? Vous me dites après le bac? Oui, après le bac, 19 ans, 20 ans même, j'ai redoublé 2 fois. Restez avec moi, Pierre. On va poursuivre cet échange, si vous voulez bien. 07 56 85 55 85, c'est juste avant la nuit. Vos témoignages, vos histoires, on se parle, on s'écoute et on écoute parfois un peu de musique comme celle-ci. Tu sors d'un club un peu beurré, dans une pluie mousse bleue métallisée, dernier modèle. Tu longes la mer, tu longes les palmiers, assise à tes côtés, un top modèle. Sur une plage privée, elle s'est déshabillée, elle est super belle. Court sur le sable pour aller nager, sur sa bouche est resté le goût du sel. Vous allez vivre une semaine intense, inutile d'aller voir d'autres agences de voyage. Ou alors nous avons Ajaccio, mais même si tu allumes la radio, ce sera jamais.
FM qui s'est spécialisé funky ce mardi, juste avant la nuit évidemment. C'était Michel Jonas. Vous êtes les bienvenus dans la libre antenne du mardi soir, vous savez, une fois par semaine. On échange, on se parle et vous venez vous raconter tel que vous êtes réellement, vraiment dans la vraie vie. Vous venez avec ce que bon vous semble à partir du moment où ça vous ressemble. 07 56 85 55 85. Vous pouvez également laisser un petit message sur mon compte Instagram, en message privé à Instarock, ROQUES, tout attaché. Je vais arriver à donner mon nom correctement, sans bafouiller. Et puis, si le message est un peu plus long, et ça arrive, Dieu merci, vous pouvez m'adresser un mail à l'adresse dédiée à cet effet, social@johanrock.fr. Depuis le début de cette émission, j'échange avec Pierre. Pierre qui est dans l'histoire de cette émission, le premier présentateur de JT à passer sur l'antenne. Certains d'entre vous l'ont peut-être vu il y a quelques années sur l'antenne de France 3 Régions, plusieurs France 3 Régions, comme vous disiez. Il y a eu l'Occitanie, mais l'Alsace quelques années auparavant. En début d'échange, Pierre, vous racontiez cette enfance, vous l'avez dit vous-même, malheureuse, et parmi celles et ceux qui sont sur le chat ce soir, il y a un Charlie qui dit je me reconnais un petit peu. Vous, une fois adulte, vous avez eu, de par vos rencontres, les échanges que vous avez pu avoir avec d'autres adultes, des anciens enfants qui se retrouvaient dans votre récit, ou ça, aujourd'hui vous en parlez, mais pendant longtemps ça a été tabou. Oui, c'est marrant parce que vous venez de passer Jonas, et alors lui, c'est un beau spécimen, Jonas, d'enfant qui a grandi, mais qui est resté un enfant, mais dont on a découvert les affres aussi qu'il avait pu vivre, notamment au travers de ses grands-parents, de sa religion, de tout ça. Il le raconte très très bien, aussi bien en chanson que dans le monde du théâtre. Et oui, alors on parle pas que de ça non plus, on passe pas sa vie non plus à raconter ses malheurs. Non, mais C'est certains pas n'en la parlent pas question. du tout même. Ils mettent une Oui, chape de plomb au-dessus. Vous avez joué comment oui. une fois sorti de tout ça? Ah, ça s'est passé très très lentement. D'abord, je sors de ma ville natale dont je m'enfuis, et puis après je vais faire 36 métiers en fait. Je vais C'est être quoi le premier boulot infirmier que en vous salle ayez d'opération. fait, Pierre? Le premier boulot, c'est je travaille à la DAS, je vérifie les colonnes de compte à la préfecture du Pas-de-Calais pour la DAS, Direction des Affaires Sanitaires et Il n'y a Sociales. pas de hasard, Ça, c'est mon. c'est quand même incroyable de Ah sortir d'une oui, tiens, famille comme la j'y vôtre. avais pas, j'y avais pas pensé. Vous n'aviez pas pensé Ouais. à ça? Non, 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 du tout, non, j'étais super heureux. J'étais dans mon bureau avec mes fonctionnaires, ils étaient tous gentils comme tout. Alors, ils avaient leur vie de fonctionnaire. C'est exactement ce que je ne voulais pas être dans ma vie. C'est-à-dire, je voulais pas faire le même métier, enfin, je voulais pas faire la même chose tous les jours. Ça m'effrayait, ça. Donc, j'ai un peu fait ça. Oui, allez-y. Vous avez, je crois que vous avez aussi été bossier dans un hôpital, c'est ça? Vous ameniez Ouais, les c'est ça. patients au bloc? Infirmier. Infirmier? Infirmier en salle d'opération. Ouais, je me retrouve pendant un an. Infirmier en salle d'opération à Strasbourg, en service d'urologie. Donc, j'assistais les chirurgiens, les anesthésistes, tout. Enfin, je faisais mon boulot d'infirmier de salle d'op. Vous leur parliez aux Après, patients, ou vous ne les faisiez ah que... oui, Ouais. oui, oui, alors non, j'ai pas honte de le dire, mais enfin, ils arrivaient souvent inquiets, je les rassurais, alors que je n'avais aucune. Je connaissais rien, moi, en médecine, mais je les rassurais, ouais, je leur parlais, oui, bah, bien sûr, une salle d'opération, c'est un drôle d'endroit, vous savez. C'est c'est spécial, quoi. Après, j'ai été mécanicien moto pendant 4 ans. C'est comme l'urologie, c'est Vous une sorte de parlez. mécanique. Ouais. Mais voilà, après la mécanique des humains, la mécanique des moteurs, parce que ça me passionnait, je voulais savoir comment ça marchait, un moteur. Je suis très curieux. Et vous parlez quand même à un mécanicien diplômé de chez BMW. Hein. Combien de temps vous êtes Attention, resté au garage? 4 ans. 4 ans, les mains dans le cambouis, au fond d'un atelier. J'avais des bons copains. J'adorais les gens qui roulaient en moto. J'adorais la moto. J'en fais toujours tous les jours. Et après, un jour, j'ai dit bon, maintenant, ça suffit les conneries. Lance-toi, quoi. Et je suis allé rejoindre l'école de journalisme à Strasbourg. Mais parce que vous aviez ça en tête depuis longtemps?
Oui, toujours. Mais pourquoi En fait, pourquoi on a envie de devenir journaliste? En tous les cas, pourquoi vous, il y a un peu plus de 50 ans, vous aviez envie de faire ce boulot? Ça voulait dire quoi pour vous être journaliste? la télé, ça me fascinait. C'était la plus avec la moto, c'était une des plus belles inventions du monde, la télévision. Faut pas oublier que moi j'ai assisté, enfin j'ai 10 ans quand elle commence à se répandre dans les foyers. Nous, on n'avait pas la télé à la maison, mais ma grand-mère avait la télé et pour elle, les gens de la télé, c'était des dieux. À la limite, c'est pour elle que je suis pour ma mémé que je suis devenu présentateur à la télé. Vous m'avez pas parlé de votre mémé. C'était quoi, la dose d'amour dans cette famille bizarre? Ah, bah, alors j'ai 2 mémés évidemment, ma mémé maternelle, Mémé Der et comme Vermander, c'était son nom de famille et Méméla comme Nicolas et oui, ma méméla, c'était enfin je l'adorais quoi. Il y a pas d'autre mot. Elle me fascinait mais alors on est bête quand on est enfant parce que j'ai mis très longtemps à imaginer qu'elle avait eu mon âge ou qu'elle avait été jeune. C'est-à-dire des fois je lui demandais de me parler de la guerre, alors elle m'envoyait promener. Elle me disait: «Mais c'était une horreur». Elle avait vécu 2 guerres quand même, hein, 2 boucheries, quoi. Et je l'imaginais en 14-18 et en 39-45, courant au milieu des bombes, avec le corps tout courbé, tout perclus de rhumatisme qu'elle avait quand je l'ai connue. C'est assez bizarre. J'arrivais pas, j'ai jamais, je suis jamais parvenu à imaginer qu'elle avait été jeune. C'est curieux, hein. Mais donc votre grand-mère adorait la télévision et vous disiez, «Elle sera Ah fière de oui, oh bah, moi». c'est ah certainement, oui, 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 bien sûr. Ah oui, 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 bien sûr. Ah Mais oui, vous oui, aviez bien sûr. des Un jour, ouais, oui, allez-y, allez-y, allez-y. allez-y. Non, allez-y, je Un vous en jour, prie. je tombe, bah, un jour dans le cadre de mon boulot, je me retrouve une après-midi avec Pierre Tchernia et j'ai tout de suite repensé à ma mémé. Je ne l'ai pas dit à Pierre Tchernia, je lui ai dit, il va me prendre pour un fou, j'ai commencé à lui parler de ma mémé. Mais devant lui, j'avais les yeux comme des roues de moulin. Et oui, Pierre Tchernia, tout simplement parce que chaque année au Nouvel An, il animait à la mi-journée une émission où il passait des extraits de films ou de dessins animés de Walt Disney. Et c'était l'ami public numéro un, Pierre Tchernia. Et ma grand-mère m'en parlait comme d'un dieu sur terre. Et le jour où je lui suis tombé dessus dans le cadre du boulot, qui m'a serré la main, qu'on a papoté tous les deux et tout, mais j'étais, je pouvais rien faire de plus beau pour m'allumer, quoi. Pierre, sur le Oui. www.unrock.fr, sur le chat de l'émission, il y a en ce moment même, alors que nous parlons, des auditeurs, des auditrices qui commentent. Il y a Gorka qui dit par exemple, c'est vrai que pour être journaliste, il faut être très curieux. Bon, je suis pas sûr que tous les journalistes soient Oui. très curieux, mais vous, cette Ah bah curiosité, si, tu vois. Ah non, oui, 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 vous l'aviez cette curiosité en vous, bah, cette envie de évidemment, comprendre, c'est évidemment. ça? Oui, c'est ça, comprendre, expliquer, partager. Voilà, c'est tout. Mais oui, la curiosité, enfin, c'est la seule qualité qu'il faut avoir. Si on a ça, on a tout le reste. Parce que même si on n'est pas très doué, c'est pas grave. La curiosité, c'est comme un chargeur de batterie, la curiosité. Même si vous vous plantez, même si vous osez pas, même si vous osez pas vous jeter sur la personne avec le micro, même si vous osez pas lui poser toutes les questions que vous voudriez, la curiosité va vous aider, va vous guider et va vous aider chaque jour à être meilleur. Oui, bien sûr. Ce qui m'avait marqué quand j'étais, chez ma grand-mère à moi, à Toulouse, et que je vous voyais dans le poste, c'est qu'à la différence, des stars de l'époque, donc les PPDA, les Guillaume Durand, vous parliez presque normalement pour un journaliste. Vous voyez? Ah, Un peu comme si je ouais, vous avais croisé ouais. dans la rue, je ne vous connaissais pas. Hem, Depuis quand les journalistes, vous qui faites ce métier depuis très longtemps, depuis quand les journalistes se sont mis à parler tous un peu de la même manière? Ah, je sais pas, faut leur demander. J'en sais rien, je sais pas, je sais Bah, pas. Mais c'est moi, votre métier, j'ai c'est un le peu métier dans lequel essayé. vous avez évolué. On ne parlait pas vous, enfin, tous les journalistes ne parlaient pas, comme on parle aujourd'hui quand on parle sur une antenne de radio ou à la télévision. Je sais pas, ils jouaient à être journaliste. Je peux pas vous aider. Mmh. Là, je peux pas répondre à cette question. Je vais J'ai, reformuler alors, peut-être que j'aurai pas la ouais. réponse, mais, est-ce que vous avez l'impression que dans la façon de traiter l'information et de la délivrer, il y a une uniformisation de la part, Ah bah de oui, bon, c'est même pire de jour en jour. ça vous Et diriez que ça ça s'est n'était pas pas le arrangé avec la cas du création. temps où vous exerciez? Alors, c'était la chance que j'avais, c'était de travailler en région. Je passais d'une région à l'autre.
une fois en Corse, une fois en Bretagne, une fois, peu importe, à Lille, Mhm. à Strasbourg, où vous voudrez. Et chaque région avait sa petite culture à elle. J'arrivais là-dedans et je me fondais dedans. Et j'allais évidemment pas prendre le ton un peu prétentieux du journaliste qui sait tout, vous comprenez. Non, non, en plus je suis d'un naturel très très modeste. Je pense que les journalistes je vois tout à fait ce que vous voulez dire, font un peu les malins entre guillemets. Ah non, mais attendez, Euh, Pierre, moi, j'essaye de rien oui, dire. Je pose une question. Force est de constater qu'on entend toujours la même petite musique. Mais cette oui, petite musique, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a donné l'impulsion. Enfin, c'est l'histoire d'une époque, c'est l'histoire d'une mode, je ne sais pas. Mais force est de constater oui, qu'aujourd'hui, la musique est la même partout. peut-être, oui, peut-être. Je pense même que dans pas mal de télévisions, enfin, euh, chaînes d'infos, on vous demande de vous conformer à un mode de narration. Enfin, c'est particulièrement évident sur TF1, par exemple dans le journal de TF1, où c'est plutôt bien fait. C'est pas la question. Mais il y a un mode de narration, une voix, une façon d'écrire, un storytelling qui est propre à la chaîne et même propre au journal, je crois. Voilà, c'est très bien fait, mais je pense que les gens qui sont aux commandes de tout ça le font pour que le téléspectateur puisse s'y habituer et s'y retrouver. Je pense, j'imagine. Alors, de là à ce que les autres veuillent en faire autant, parce que ça marche bien sur TF1, on va dire TF1 par exemple, il n'y a pas loin, oui, bien sûr. Passer à la télé, Pierre, c'est accéder à une certaine notoriété. Comment elle s'est Ouais, présentée à vous? Parce que vous étiez, que vous soyez présentateur sur une chaîne locale ou nationale, quand un type vous croise dans la rue, vous êtes le type de la télévision. absolument. Ouais, ouais. Ouais, 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 oui, oui, oui. Bah, d'autant que j'ai fait aussi du national. Sur France 3, on a été, l'émission qu'on faisait ici à Toulouse était nationale pendant 2, 3 ans au moins. Et oui, oui, bah, vous êtes le type de la télé. Et pourquoi quelle est votre question en fait Bah, comment vous l'avez pourquoi j'ai goûté, voulu vous? Est-ce que vous me disiez, moi, mon rêve, c'était la télévision, c'était être un dieu, pour reprendre votre expression. Est-ce que le ah, fait d'être reconnu dans la rue, c'était quelque chose d'important pour vous? non, 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 non. Au contraire, au début, ça me gênait énormément. Alors au début, je savais pas. Au début, qu'on m'a reconnu dans. J'ai même une anecdote là-dessus. Un type me reconnaît et il me regarde et puis il me dit oh, c'est incroyable ce que vous ressemblez au mec de la télé. C'est vieux tout ça. Hein. Et moi, pour faire le malin et je sais pas pourquoi, je lui réponds ah oui, on me l'a déjà dit, mais c'est pas moi. Et là, il me toise de haut en bas. Il me dit oh bah je sais bien que c'est pas vous. Le type de la télé viendrait pas faire les courses au même endroit que moi. Et ça m'a vraiment calmé. Mais bon, mais c'est vraiment Bah, en arrivé. fait, Ouais, ouais, quoi? Bah, c'est vous vraiment faisiez arrivé. une blague, il en a fait une deuxième, finalement. C'était Oui, l'arroseur voilà, c'est ça. arrosé. C'est ça. Oui, oui, c'est l'arroseur arrosé. C'est ça, ouais. Je sais pas pourquoi je lui ai répondu, c'est pas moi. Je vous Ça lâche vous pas la clé, gênait? je sais rien. De quoi? Il y avait, D'être bah, je reconnu? sais pas, d'être reconnu, d'avoir, est-ce Au qu'il y a début, je le vivais pas bien. Mmh. Au début, je le vivais pas bien. Ouais, ça me gênait parce que je suis très timide. Mais j'ai la timidité de l'enfant auquel on n'a jamais donné confiance. Donc voilà quoi. Vous avez reçu, vous, On rebondit. des lettres, Oui, parfois étranges, des lettres de téléspectatrices inamourées, des demandes, oui, j'ai reçu ça. singulières? Oui, oui. Ouais. Oui, oui, j'en ai reçu. Oui, des lettres de fou. Enfin, bon, j'ai reçu tout, Johan, de tout. Des dessins, des photos, des poèmes, on reçoit de tout. Mais c'est très bien et je répondais. La plupart du temps, je répondais. Hein. Des fois, je me rappelle, j'avais une émission pour la jeunesse le mercredi. Je passais le mercredi après-midi plusieurs heures à répondre aux téléspectateurs dont j'estimais qu'il valait la peine qu'on leur réponde. Il y avait ceux qui écrivaient comme ça pour dire un truc. Mais en général, c'était très gentil en plus, hein, le courrier. Voilà quoi. Vous avez gardé tout ça ou non, c'est derrière? Si, mais ce que vous croyez, j'ai encore des lettres de téléspectateurs et de téléspectatrices. Ah, absolument, c'est important. Vous avez dit qu'à l'époque où Michel Drucker présentait Champs-Élysées, avec le budget d'une seule de ses émissions, on pouvait produire toutes les vôtres pendant Ah une oui, année. nous, Est-ce nous on tournait tous les jours, ouais, ouais, tous les jours avec le budget d'un Champs-Élysées. Ouais. Est-ce que, lorsqu'il y a autant de disparités, on peut prétendre faire le même métier? Parce que bon, quand les chiffres Ah, parlent comme ça, on se dit: «Mais c'est extravagant, en fait».
Bah, je sais pas, on faisait de notre mieux. On faisait pas le meilleur. Le talk show en question s'appelait La vie à plein temps. On faisait pas le meilleur talk show du monde, mais enfin, on se régalait à le faire. Et voilà. Je sais pas si Michel Drucker s'amusait autant que moi. Je le lui souhaite. Faudrait lui demander. Mais justement, il est là, c'est ça. Vous avez beaucoup donné, vous, pour ce métier? Et moi-même, Oui. bah, quand vous vous régalez, vous n'avez pas l'impression de bosser. Mais ça veut dire que parfois, quand on est passionné par un métier, on s'engouffre pleinement dedans. On met les bras, la tête, les jambes, et finalement, on ne fait plus. Oui, mais j'ai toujours, Ouais. j'ai toujours fait comme ça, hein, à l'hôpital, dans l'atelier moto et à la télé. Ouais, bien sûr, bah ouais, tant qu'à faire un truc qui sort un peu de l'ordinaire, autant y aller franchement, quoi. C'est comme l'amour, c'est comme tout ça, faut se jeter à l'eau. Sinon, ça sert à rien. Et l'amour dans tout ça, justement, Pierre? Joker. Ah. Vous avez raconté que bien après, vous avez appris que votre père regardait vos émissions. Vous l'avez décrit, vous avez raconté la relation qui était la vôtre ou la non-relation qui était Mhm, la vôtre, enfant. mhm. Par quel détour vous avez appris que votre père était devant son poste de Par télévision? hasard. Par hasard, c'est son frère, après sa mort. Il me dit, mais tu sais qu'il te regardait tous les jours? Voilà, quoi. Il était fier. Et je peux le croire, je peux le comprendre qu'il était fier. À l'époque, dans ma tête, je me disais, bah, attends, t'as pas vraiment fait ce qu'il fallait pour. Enfin, c'est bien beau d'être fier aujourd'hui, mais bon, voilà. Je me disais des choses comme ça. Aujourd'hui, je me dis, bah, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Il a été fier. Il rigolait quand il me voyait à la télé. Il écoutait ce que je disais. Ça l'amusait, les réparties, les invités que j'avais, les blagues que je faisais, tout ça. Enfin, voilà. Oui, il était très fier. Votre père est mort jeune? Il est mort, il avait 68 ans. Hmm. Il est mort d'un cancer de l'estomac. Il n'y a jamais eu ce moment où vous avez pu vous parler vraiment d'adulte à Non, jamais. adulte? Si, alors une fois, ça a duré 10 minutes. J'avais 16 ans, il m'effrayait plus du tout. Et je me suis pointé devant lui, et je lui ai dit, mais pourquoi tu nous aimes pas? C'est vrai, hein, j'ai vraiment dit ça. Et bah, il a pas fui la question. Il s'est levé, je me rappelle, il s'est levé de son bureau. Il a réfléchi un peu et puis il m'a répondu un truc du genre, mais ça a été très court, hein. Il m'a répondu, parce qu'on m'a pas laissé m'occuper de vous. Je vous assure, ce que je vous dis, c'est vrai. Voilà, c'est tout. C'est assez surréaliste. Le Vous temps. étiez là, vous étiez Ouais, son ouais. fils, dans la Ah oui, il maison. fallait oser, hein. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'avais envie de savoir. Déjà, j'avais envie de comprendre. Quand on ne comprend pas, parfois on est en colère. Ça a été votre cas? Vous avez été en colère contre votre père? Ah oui, 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 bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Aujourd'hui, ça m'est passé. Et puis, il n'est plus là. Et puis, on va passer sa vie à être en colère. Ça n'aurait aucun sens. Mais oui, 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 oui. Il y a des moments où je lui en voulais parce que vraiment, ça allait pas, quoi. C'était pas une vie qu'on avait. Il était jamais content. Alors, c'était le chevalier à la triste figure dans la maison. Jamais on riait, jamais. Je sais pas comment vous dire. Jamais. C'était toujours moi qui lui disais bonjour. Jamais il me disait bonjour. Jamais il m'a pris dans ses bras. J'ai jamais vu embrasser ma mère. C'est étrange que votre mère ait retenu votre père, parce que de toute évidence, elle ne devrait pas être heureuse avec lui. Ah ben non, mais elle, non, mais elle en a pris son parti. Le Elle avait respect son des jardin, elle avait convenances, son. Alors il y avait sans doute un peu de ça à cette époque, oui. Je lui ai dit, mais pourquoi un jour je lui ai demandé, mais pourquoi t'as pas divorcé? Oh, ça se faisait pas à l'époque. Bon, tu parles, ma grand-mère en 1910, elle a divorcé. Alors, donc voilà, c'est pas la bonne réponse. Mais non, non, les choses se sont faites comme ça, puis la vie s'est organisée comme ça, mais moi j'étais pas d'accord, hein. Ça m'intéressait pas de vivre comme ça. Pierre, vous avez eu 2 grands garçons aujourd'hui, 2 grands garçons. Ouais. Comment on fait pour devenir père quand on n'en a pas eu soi-même? Ah, c'est très difficile au début parce qu'on n'a pas de modèle sur qui s'appuyer, Mais sur vous lequel vouliez, vous? s'appuyer. Donc C'était une envie, une ambition de devenir papa à votre tour? je trouvais ça génial. Ah oui, 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 bien sûr. Mais pas à mon tour. C'est pas que je vivais avec une femme que j'aimais à l'époque.
Je trouvais tout à fait normal, je l'aimais tellement que je trouvais tout à fait normal d'avoir des enfants avec elle. Et c'était beau, c'était merveilleux. Bon, elle n'était pas exactement du même avis ou sur la même longueur d'onde, donc on n'est pas, on n'a pas pu s'entendre sur ce truc-là. Mais oui, d'avoir des enfants, c'est ce que, enfin, moi, pour moi, c'est parfait, quoi. Même aujourd'hui encore, ils ont 37 et 38 ans, mais je le sais, je le dis et je leur en parle. Oui, bien sûr. Vous avez fait Ouais, exactement encore l'opposé de ce que votre père n'a pas fait à votre égard avec eux. Vous parliez par exemple d'embrasser, d'être affectueux, de dire je t'aime, des choses comme Ah ça. oui, bah, je leur racontais des histoires le soir, l'histoire de la maison de Monsieur Bizarre, de Madame Truc. Enfin, non, ouais, bien sûr. Non, ça se passait bien. Après, ils ont été ados. Alors, évidemment, l'adolescence, c'est pas l'âge le plus facile. Mais voilà, et sinon, c'est des garçons, ils sont cool, j'en suis très fier. Voilà. Restez avec moi, Pierre. On va poursuivre cet échange si vous êtes d'accord. Ah oui. Voici un peu de musique. Un garçon qui s'appelle Michael Franks. La musique commence comme ça. Il nous emmène quelques encablures comme ça. La magie de la musique, c'est qu'on ferme les yeux et on peut imaginer tout, y compris le meilleur. Merci d'être là. When Slack calls, the prophet speaks. When Slack calls, the secret leaks. The sky falls, the dice are tossed. The war is won, the battle's lost. When Slack calls, it's 13 takes. When Slack calls, the summer breaks, the sky falls, the rain begins, and on the box some Leon spins to insulate me from the icy aftershock I feel each time that Slack calls. Don't touch that phone, 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 don't touch that phone. I am not here, I'm making my escape. For me you hear is magnetized on tape. I'm flying south for snorkeling and sleep. I close eyes up, just leave your message when you hear the, when you hear the, when you hear the, when you hear the beat. Hello, Michael. This is Slack. Call me back right away, 'cause I got some bad news for you, bro. When Slack calls, it's tit for tat. When Slack calls, it's rat-eat-rat. The sky falls, the thunder claps. I see my house of cards collapse. When Slack calls, the muse gets jammed. When Slack calls, the best laid plans. The sky falls, the signal fades. I lock the door and shut the shades and contemplate the crystal blue familiar funk I'm plunged into when Slack calls. Don't touch that phone, 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 don't touch that phone. I am not here, I'm making my escape. For me you hear is magnetized on tape. I'm flying south
Juste avant la nuit, ce mardi, on est ensemble pour cette libre antenne sur les réseaux sociaux, le www.johanrock.fr. Vous le savez, cette émission, on l'a fait ensemble. Si vous souhaitez donner un peu de force, comme on dit aujourd'hui, à ce programme, le faire connaître à vos contacts, n'hésitez pas, ce soir, comme tous les autres mardis, à partager le flux en direct sur la page Facebook. Même chose, même topo, même vadémécum si vous suivez en ce moment en direct sur YouTube. Un petit pouce bleu levé, un petit commentaire, ça permet de remonter le programme dans l'algorithme et lui donner un peu plus de visibilité. www.johanrock.fr pour les autres qui sont en direct depuis le début de cette émission sur le chat et que je salue. On fera un point d'ici quelques minutes sur le chat de www.johanrock.fr. Depuis le début de cette émission, j'échange avec Pierre Nicolas, journaliste. Vous l'avez peut-être vu présenter diverses émissions sur France 3, la télé dite régionale, FR3 à l'époque. Vous avez été du temps de FR3 à l'époque, ça s'appelait comme ça. Ah oui, 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 c'était le nom. France Région 3, et on en était très fiers, jusqu'au jour, au milieu des années 90, où on a enlevé le mot région, ce qui était un très mauvais signe envoyé aux dites régions, et voilà. Vous avez dit c'était un avantage de faire de la télé dite régionale. Il y avait une défiance vis-à-vis de Paris, c'est-à-dire nous on fait les choses sur le terrain et en haut on est un peu déconnecté ou qu'est-ce que ça veut dire c'était un avantage de faire de la télé régionale? Pas parce qu'on avait la paix, parce qu'on était loin de Ah Paris. oui, De d'accord. toute façon, bah, de toute Bon, façon, enfin vous Paris aviez des était bien fait. directeurs quand même, je veux dire c'était pas Oui, des carte préfets, blanche. oui, on peut. Ah oui, on avait même des préfets, oui, plus que des directeurs. Si on avait eu des directeurs, on aurait bénéficié d'un peu d'un peu plus de liberté. Mais nous avions des préfets. Ça veut dire quoi? On Pour avait des votre préfets? information, bah, c'était des gens qui rendaient compte à Paris et qui étaient là pour assurer la continuité de l'État français dans les régions. Mmh. Et comment on fait alors pour garder sa liberté comme ça a été votre cas pendant toutes ces années? Ah ben, faut parfois se battre, faut parfois ne pas être d'accord, mais bon, en même temps, vous savez, on faisait rien de révolutionnaire, hein. Nous étions payés des salaires, extrêmement normaux, je en fin de carrière, je gagnais, un douanier en fin de carrière gagnait plus que moi, hein, et voilà, et donc on faisait pas une télé révolutionnaire, et puis on nous fichait quand même une paix royale, le seul truc qui était surveillé comme le lait sur le feu en télé régionale, je peux vous le dire maintenant, c'était ce qu'on appelait les langues régionales, c'est-à-dire le breton en Bretagne, l'alsacien en Alsace et l'occitan, les émissions qui parlaient d'occitan ou de breton ou d'alsacien, heu, chez nous en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon. Voilà, ça c'était surveillé de très, Pourquoi très c'était près. surveillé? On avait peur que on se serve de Ah ce bah, ça patois c'est pour faire l'État passer des français. messages? Non, mais c'est l'État français jacobin qui disait qu'on devait parler le même français partout en France. D'accord, OK. Ah oui, c'est aussi bête que ça, hein. Vous dites: «Mais il se moque de moi». Non, non, c'est et ça, croyez-moi, c'était surveillé. Le reste, on était franchement, on était tranquille. On Vous était avez tranquille. donné beaucoup, vous l'avez dit, pour ce métier, quoi, 35 ans, c'est ça? Ouais, 35 ans, c'est ça, ouais. C'est une histoire qui s'est un peu mal terminée puisque vous avez fini comme ça arrive à, hélas, beaucoup d'autres, dans ce qu'on peut Oui, nommer voilà. un placard, c'est ça? Oui, c'est ça, voilà, oui, oui, ça vaut même à peine la pe ça vaut à peine la peine d'en parler. Ça Alors s'est mal terminé. Ils savaient plus quoi faire de moi, quoi. Voilà, j'avais 61 ans, ça leur venait pas à l'idée que je pouvais encore travailler et bien travailler pendant quelques années. donc ça fait 10 ans que vous ne faites plus ce métier. On dit que parfois journaliste, c'est comme médecin, si on l'a été, on l'est, jusqu'à la fin de sa vie. Vous vous considérez encore Mmh. aujourd'hui comme journaliste, même si vous n'êtes plus à l'antenne? Ah, j'ai toujours la même curiosité. Je dirais que c'est pour ça que j'écris, que j'essaye d'être un auteur. Là, j'ai écrit, les 2 tomes d'un premier livre, évidemment où je me livre beaucoup à l'autobiographie, mais ça c'est normal. N'importe qui, son premier livre, il parle de ce qu'il connaît le mieux, à savoir de sa vie. Mais, oui, j'aimerais continuer, mais dans l'écriture. Ouais, ouais, absolument. Pour moi, la retraite, c'est tout sauf un endroit où on est allongé à rien foutre au soleil. Qu'est-ce que vous en faites alors vous depuis 10 ans de cette retraite, à part écrire? Bah, je m'occupe, hein, je m'occupe, de droite et de gauche. Je tombe malade, j'arrive à vaincre les maladies. Voilà, on fait tous un peu de tout. Mais, je sais, ouais,
je veux rester actif, oui, bien Qu'est-ce sûr. qui vous manque le plus au quotidien dans ce métier? Quel est le truc, par exemple, si vous pouviez retourner au boulot pour une journée demain, quelle est la chose Malheureux, que vous j'ai rien fait de mal pour devoir retourner au boulot, malheureux. avez très bien compris le sens de ma question. Il y a forcément un truc qui vous plaît, que vous pourriez refaire comme ça tout de suite, même gratuitement peut-être, j'en suis. Oui, alors, arriver le matin et ne pas savoir de quoi allait être faite ma journée. Voilà. C'est ce que j'aime pas beaucoup dans la retraite, c'est que je sais quand même un peu ce qui va se passer dans ma journée. Alors que quand j'étais actif, journaliste et tout, j'avais pas la moindre idée. Heu, voilà. Vous vous levez le matin, vous savez pas que vous allez vous retrouver à marcher sur les ruines d'une usine qui vous a pété la gueule à 11 heures du matin un jour, quoi. Vous Voilà, faites et c'est ce qui m'est allusion arrivé, à donc AZF. AZF, ouais, ça a la été catastrophe. un traumatisme pour les gens de Toulouse et la Ah région oui, toulousaine, oui, puisqu'en oui, oui, 2001, oui, et ça aurait pu être pire, ça aurait pu être pire. donc vous, en tant que C'est oui, oui. journaliste, vous êtes allé sur le front ce jour-là, vous avez couvert l'événement. C'est un hasard total, un hasard total. C'est le reportage qui m'a apporté le plus de gloire médiatique, mais qui m'a coûté le moins de travail. Racontez-moi pourquoi. J'ai parce que ça explose à 10h20, on va dire, hein, 10h17, peu importe. Moi, je suis de présentation journal à midi. Comme l'usine est à 2 kilomètres à peu près de la télé, le bâtiment de la télé est quand même bien saccagé, donc la matinée ne va pas ressembler à une autre matinée. On nous évacue, on nous fait sortir au bout d'une minute. Hein, de toute façon, tout le monde sort de là. Et là, je sors et je sens la difficulté ce jour-là pour les journalistes, c'était de savoir ce qui venait de se passer. Parce que ça a explosé, c'est l'équivalent d'une bombe. Voilà. Et donc, la difficulté, c'était de savoir ce qui s'est passé. Et j'ai eu une chance extraordinaire. On en revient à mes histoires de quand j'étais infirmier en salle d'opération. Je manipulais tous les jours un produit pour nettoyer. J'oublie le nom à l'instant, mais ça va me revenir, ne vous inquiétez pas. Et ça sentait ce produit-là. Et je me suis dit, il y a un seul endroit dans Toulouse où il peut y avoir ce produit-là, qui a cette odeur-là entassée en grande quantité, c'est l'usine AZF. Donc, je monte sur ma moto et je dis, il me faut 5 minutes pour y aller, je vais aller y voir. Et en roulant sur le parking, je tombe sur un collègue à moi, qui s'appelle Michel Mézières, et je le vois avec sa caméra dans les mains. Il venait d'aller la chercher dans les décombres de la télé, et je lui dis, mais t'as des piles dans la caméra, t'as une cassette? Oui, oui. Je lui dis, monte avec moi, je crois que je sais ce qui vient de se passer. Il monte derrière, je lui ordonne, il n'y a pas d'autre mot, quand il commence à tourner, de ne surtout pas couper, parce que c'est la maladie à France 3. Hein. On coupe, on demande aux gens s'ils sont prêts, etc. Là, je me Vous suis êtes en dit, train de me dire qu'il arrive qu'on coupe au meilleur moment, c'est ça? oui, ça peut arriver. Ouais. Ça, on avait un peu cette culture-là. Et je le dis gentiment. Et donc, nous voilà partis tous les deux. Et je ramène le reportage d'une vie. Mais j'ai toujours dit, s'il n'y a pas Michel, c'est pas moi qui conduit la moto et qui tient la caméra. Moi, je fais rien dans l'histoire. Si je tombe pas par hasard sur Michel Mézières et sur sa caméra ce matin-là, j'ai vu la catastrophe et terminé, quoi. Mais là, évidemment, on va rapporter tous les deux le reportage d'une vie. Mhm. Et c'est un hasard total. C'est une journée qui finalement pourrait résumer une carrière de journaliste, cette journée de l'explosion d'AZF. Pourquoi? Non, c'est une question, parce que vous me dites c'est le reportage d'une vie. Absolument. Bah oui, c'est le reportage d'une vie, c'est-à-dire que Ça veut dire après, ça m'a fait, des images qui ce justifient une reportage m'a fait vocation. grandir. Ce reportage m'a fait grandir. Il m'a fait devenir adulte. Parce que je suis après tombé sur des gens, j'ai eu des prix, des trucs comme ça. Bon, je suis tombé sur des gens que j'admirais, dont je connaissais le nom, qui venaient me voir et qui me disaient, t'as bien bossé. Et ça, pour moi, c'était totalement inattendu. Et des gens de national ou de l'international même. Voilà. Donc oui, c'était totalement inattendu. Faut pas oublier qu'on était 10 jours après les Twin Towers. Quoi. Après le 11 septembre, oui. Ouais. Et voilà, quoi. Donc, c'est un jour dans ma vie qui m'a fait devenir adulte. Parce que on s'est adressé à moi, non plus comme le jeune con aventurier de l'audiovisuel que je feignais d'être, mais comme le type qui avait bien bossé ce jour-là. On parle parfois de l'adrénaline qui galvanise et qui fait oublier l'angoisse qu'on serait en mesure d'avoir dans certaines circonstances. Ouais. Est-ce que ce jour-là, Ouais. vous avez eu peur? Non, j'ai aucun mérite, j'ai pas eu peur.
non. Je parle pas de Aucun mérite, mais on mérite. peut avoir peur sans. Non, mais j'ai même pas eu à lutter contre la peur. Je me suis même dit à un moment, j'étais sur ma moto, je commence à découvrir les décombres sur la rocade, les gens en sang, l'usine au loin, il y a que d'usine, quoi. Elle mesure 20 centimètres d'épaisseur, l'usine. Et je me dis, mais c'est pas possible, je suis en train de rêver. Vous savez, ça arrive, des fois, on fait un rêve particulièrement fort ou stupide ou je sais pas quoi, et on se dit, je vais me réveiller, et on se réveille à ce moment-là. Et je me suis pas réveillé, donc c'était vraiment la réalité. Mais je vous assure, quand on découvre tout ça, on regarde ça. Mais j'étais journaliste, et je le vivais avec eux. J'ai pas du tout, j'ai pas tendu le micro vers les gens en leur demandant ce qui venait de leur arriver. Je suis allé vers eux, puis j'ai commencé à leur parler. Et Comme vous l'auriez je me suis fait même si vous pas n'aviez demandé ni micro ni caméra. Exactement, bien sûr. Comme je l'aurais fait si j'avais encore été mécanicien ou si j'avais encore été infirmier. En leur Bien sûr. parlant avec votre voix et votre véritable On leur intonation. parle. Ah, ils se demandaient, ah bah, attendez, mais en plus, Joanne, on peut en sourire, mais ils se disaient, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? On attend le SAMU, on attend les flics, et c'est le mec de la télé qui débarque. Enfin, il y avait quelque chose de surréaliste hein, dans ce qu'on a vécu, enfin, dans ce que j'ai vécu et ce que tout le monde a vécu ce jour-là. J'ai vu le pire et le meilleur de l'être humain ce jour-là. Ça vous a surpris? Bah, ça fait beaucoup en même temps. Mais j'ai fait mon boulot. J'étais bien content après parce que je suis revenu à la télé. Je savais qu'on avait un super. Enfin, je savais qu'on avait fait ce qu'il fallait faire. Vous avez fait L'idée, le boulot. c'était on va passer ça, oui, et on va rassurer les gens. Oui, c'est une catastrophe, mais oui, c'est fini. Oui, c'est épouvantable, mais entre guillemets, c'est ça. Et quand on voit, je dis toujours que je suis intarissable sur ce sujet-là, méfiez-vous. Je dis toujours que pire que d'avoir peur d'une catastrophe, il y a ne pas savoir de quoi on a peur. C'est Est-ce que vous intéressant ce que comprenez? vous dites, Nicolas, Pierre, parce que déjà, vous dites rassurer les gens quand vous cherchiez à les rassurer du temps Oui, où vous étiez absolument. brancardier ou infirmier à l'hôpital. Exactement. Ouais. Et on pourrait parfois Ouais, ouais. reprocher à certains journalistes ou certaines lignes éditoriales de justement activer le vecteur de l'angoisse chez le téléspectateur, justement. Vous, au Bien contraire, sûr, pour vous, le bien sûr. journalisme, ça serait justement comprendre pour désamorcer l'angoisse et aller au-delà. Je frémis à l'idée que les chaînes d'infos à l'époque eussent déjà été inventées. Que de bêtises n'aurions-nous entendu? Et voilà. Et nous, on a tenu l'antenne tout l'après-midi, hein, à France 3 avec nos petits moyens à nous. On n'a pas dit une bêtise. C'est moi qui étais à l'antenne, je le sais. Et puis ce jour-là, j'étais certainement le seul présentateur de la Terre à savoir de quoi je parlais, parce que je l'avais vu de mes yeux. Je l'avais senti avec mon nez. Je l'avais touché avec mes doigts. C'est si rare dans une vie de journaliste. On parle toujours de ce qu'on ne connaît pas. Mais Pierre, quand on passe sa vie dans un studio de télévision, par définition, on n'est pas sur le terrain, donc on est coupé de cette Ouais, fameuse voilà. réalité. Il faudrait que Oui, finalement, non, c'était on soit journaliste de plateau par intermittence pour ensuite mieux revenir sur le terrain. ce qu'on était à France 3. On n'était pas journaliste 24 heures sur 24 de plateau. On Polyvalent. nous faisait faire des deux. Bon, ce jour-là, j'ai abandonné mon poste, comme dirait l'autre. Hein. J'ai pris ma décision tout seul, comme un grand. Mais personne ne m'y a envoyé, quoi, je veux dire. Voilà. Mais j'ai pris la bonne décision, puis j'ai eu de la chance, surtout, de tomber sur Michel. Pierre, c'est votre prénom, Nicolas, votre nom, Pierre Nicolas, vous l'avez Ouais. dit, vous avez posé sur le papier des souvenirs, un parcours, une vie, une réflexion aussi, s'appelle Mélodie d'un boomer. Non seulement vous avez écrit un tome, mais un deuxième. À quelle maison d'édition on peut trouver ces deux ouvrages? Ah, je suis le porte-drapeau ou l'emblème de l'auteur indépendant, puisque j'ai pas d'éditeur. Donc si on veut se le procurer, comment on fait? On le trouve sur Amazon, Sur ou Amazon. bien sur ma page Facebook. Oui, sur Amazon, sur ma page Facebook, sur Le Bon Coin. Enfin, Donc, je le mets partout où les gens ont envie de l'acheter. Mélodie Les du gens n'aiment pas boomer, beaucoup Amazon. Ouais, la mélodie du boomer. Ouais. Mélodie du boomer, Ouais. Pierre Nicolas. Vous êtes demandé, tiens, si ces deux ouvrages, puisqu'on en a beaucoup parlé, vos parents les avaient eus entre les mains. Ah, j'aurais été embêté. J'ai quand même attendu que je sois plus là. Ouais. Je me pose parfois la question de savoir est-ce qu'il faut l'envoyer
à des gens qui ont été directement impliqués dans mon parcours de vie et dont parfois je parle à mots à peine couverts. Quel effet ça fait de se retrouver imprimé comme ça? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Moi, j'ai écrit, c'est le coup de la thérapie. On se met à écrire pour rigoler au début avec les copains sur Facebook, et puis on me dit: «Ah bah tiens, t'as une plume, t'as une drôle de façon de raconter les choses et tout». Puis je commence à noter, et puis j'écris 100 pages, 200 pages, 300, 400, 500, voilà, et puis les gens me disent: «Ah mais c'est pas mal, c'est bien torché, ça va, ça se lit», et cetera. Mais enfin, j'ai pas d'éditeur, hein, pour vous répondre. C'est ça, le monde de l'édition, c'est un monde assez curieux dont je ne maîtrise pas encore tout. C'est un plaisir, Pierre, de vous parler ce soir. Et pour conclure cet échange, je vais paraphraser le message de cette auditrice, Nicole, qui sur le chat vient d'écrire: être journaliste, c'est un beau métier. Elle l'écrit parce qu'elle vient de vous écouter depuis 1h18. Donc finalement, Eh ben merci. tout ça Merci n'était pas Nicole, vain. et merci à Joanne. Non, bah oui, bien sûr. Je n'ai que de bons souvenirs je n'ai que de belles choses à raconter, moi. Voilà, quoi. Merci en tous les cas d'être passé ce soir juste avant la Merci, nuit, Joanne. Pierre. Salut. Merci. Au revoir. 21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute. Vous pouvez réagir au témoignage, à ce qui vient de se dire depuis plusieurs minutes, une grosse heure même, 07 56 85 55 85, ou alors écrire via email à social@johanrock.fr. Tiens, je vais vous lire quelques-uns des messages que vous m'avez adressés ces derniers jours, voire même ces dernières semaines, puisque depuis 2 semaines, il n'y avait pas d'émission. Le temps d'écouter un peu de musique. Voici de la Motown des années 70, Inner City Blues, Laurent, Marvin Gaye, juste avant la nuit. Spend it all, the have-nots, money, we make it. Before we see it, you take it. Oh, make me wanna holler the way they do my life. Make me wanna holler the way they do my life. This ain't living, this ain't living. No, no, baby, this ain't living. No, 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 no. Inflation, no chance to increase finance. Bills pile up, sky high. Send that boy off to die. Oh, make me wanna holler the way they do my life. Yeah, make me wanna holler the way they do my life. Oh, baby.
juste avant la nuit, sur les réseaux sociaux, YouTube, LinkedIn, Facebook. On fait cette émission ensemble tous les mardis à partir de 21h. Et puis vous laissez vos messages sur le chat du www.johanrock.fr. Je salue Marie, tiens, qui webmasterise ce petit moment d'internet et de radio, qui vous a laissé tiens, le lien pour trouver le livre et l'ouvrage de Pierre Nicolas, qui était des nôtres il y a encore quelques minutes. Je salue Sylviane, Nicole. Tiens, Nicole qui m'écrit que pour la première fois, je vous regarde sur mon PC, j'ai l'impression d'être chez vous, Johan, ou devant une émission de télé. Voilà, toujours intéressante votre émission. Merci à vous, merci à Nicole, merci à vous tous et tous qui êtes de l'autre côté de vos écrans, un petit peu partout en France, un petit peu partout dans le monde, je le sais, puisque régulièrement vous m'envoyez des petits messages, des emails. Continuez de me dire comment est votre vie. Je remercie d'ailleurs, tiens, pour tous les messages que vous m'avez envoyés depuis 15 jours suite à la pause qu'on a fait pendant ces vacances. Ça fait toujours du bien de vous lire. Alors continuez, social@johanrock.fr. Un petit message sur mon compte Instagram, Instarock, ROQS, tout attaché, ou alors en me laissant votre voix sur la messagerie gratuite du 07 56 85 55 85. Je parle de mails que vous m'envoyez. Tiens, je vous en lis un et je vous partage celui que m'a adressé Sophie il y a quelques jours. Ça commence comme ça. Bonsoir Johan, je vous écris car je ne sais plus trop vers qui me tourner. Il y a quelques jours, mon compagnon m'a fait une confidence qui me bouleverse complètement. Nous sommes ensemble depuis 3 ans et je pensais tout ou presque savoir de lui. L'autre soir, pourtant, après le dîner, il m'a avoué quelque chose de son passé qu'il gardait secret depuis le début de notre relation. Il a dit qu'il en avait honte de ce secret, que s'il ne m'en avait pas parlé jusque-là, c'était justement pour ne pas me faire fuir. Mais que depuis qu'on est installés ensemble, il avait l'impression de me mentir en me cachant cette partie de sa vie. Je ne vais pas entrer dans les détails, m'écrit Sophie. De l'écrire m'angoisserait encore davantage. Mais disons que ça concerne des choix qu'il a faits il y a longtemps et qui l'ont poussé à faire des choses répréhensibles. Sur le moment, j'ai essayé de le rassurer, de lui dire que je comprenais. Mais depuis, je n'arrive plus à le regarder de la même manière. En fait, c'est comme s'il était devenu un autre, un étranger. Je me sens partagé entre l'amour que j'ai pour lui et cette image qui s'est fissurée. Je n'en dors presque plus. Je rumine constamment. Est-ce que je devrais passer outre? Est-ce que c'est normal que je me sente trahi alors qu'il a eu le courage de se confier? J'ai l'impression d'être une mauvaise personne, de ne pas réussir à accepter son passé. Et je me demande si on peut tourner la page sur certaines révélations. Merci de m'avoir lu. Signé Sophie. Sophie, à mon sens, il ne s'agit pas de tourner la page, mais d'accepter cette réalité et de vivre avec. Ou pas d'ailleurs. Peut-être qu'il y a des révélations sur le passé de votre compagnon, quelque chose qui vous heurte au point de ne plus pouvoir faire comme avant. Tenez-moi au courant, Sophie. Et puis courage en attendant. social@johanrock.fr. Comme Sophie, vous pouvez m'envoyer et me dire ce qui se passe dans votre vie. Pas que des choses désagréables d'ailleurs, pas que des choses difficiles à vivre. Si c'est le bonheur, si c'est le plein soleil en ce moment dans votre existence, j'ai envie de vous lire et que vous nous le partagiez. Instagram, social, ou alors 07 56 85 55 85. C'est un plaisir de partager ce moment comme on l'a fait depuis 21h ce soir. On va se retrouver dès mardi prochain, 21h. Pour celles et ceux qui ont pris l'émission en route, qui voudraient réécouter ou écouter le début de ce qu'ils ont raté, à partir de demain, 18h, vous retrouvez le replay de l'émission sur toutes les plateformes de streaming, dont notamment Apple Podcast et Spotify. Et puis, je le rappelle, si vous souhaitez soutenir l'émission, vous pouvez le faire en faisant un don ou en vous abonnant. Ça
Ça se passe sur la homepage, la page d'accueil du site internet social@johanrock.fr. Je vous dis et je vous souhaite surtout une bonne nuit. Faites de beaux rêves. Passez une belle semaine. Et dès mardi prochain, 21h, on se retrouve évidemment juste avant la nuit. Salut tout le monde.